Alors, on va repasser justement. On dit que l'Europe est la bonne maille. Repassons donc à la France. Mais on a voulu mettre l'accent alors sur ce qui a été fait, ce qui est en train d'être fait en matière de planification au niveau français, donc avec Loane Green-Revechouch qui va intervenir juste après et donc qui travaille, qui est directrice économie circulaire au SGPE, avec cette initiative qui est infiniment intéressante, hein, qui a été mise en œuvre et qui revient finalement, parce que c'est vrai que c'était un peu ancien. Enfin, on a noté qu'il y a 25 ans, on ne pouvait pas parler de souveraineté, sinon on était crypto-fasciste, et aujourd'hui on peut, donc pourquoi pas à nouveau maintenant parler de planification. Et donc, l'ONG va nous dire à la fois comment c'est travaillé en France, mais aussi comment vous réussissez à faire le lien avec tout ce qui est mis en œuvre au niveau européen, parce que là, on l'a vu en tout cas sur ces questions d'approvisionnement stratégique, ne serait-ce que le niveau des investissements fait qu'on ne sera pas en mesure d'y arriver tout seul. Alors, merci. Bonjour, déjà je suis ravie d'être là avec vous parce que vous êtes un public averti et c'est toujours un plaisir de partager sur les travaux de la planification écologique. La planification écologique en France, elle est pilotée, donc, comme l'a dit Emmanuel, par le SGPE, le secrétariat général à la planification écologique. On est une équipe qui est placée au niveau du Premier ministre et avec l'idée vraiment d'adopter une vision assez systémique de comment on va adopter concrètement vraiment adopter une vision pour réussir en tout cas la transition écologique, d'avoir une vision très systémique de comment on va réussir cette transition écologique. Et ça, on a un périmètre de la planification écologique au niveau national qui n'est pas, qui ne se réduit pas à la baisse des émissions de gaz à effet de serre, mais qui prend bien en compte la biodiversité, l'adaptation au changement climatique, la pollution et surtout évidemment l'économie circulaire. Et ça, en France, on a des engagements français, on a des engagements évidemment aussi européens et qui prévoient, eux, de réduire la consommation de matière, la production de déchets et évidemment aussi la part de ces déchets qui ne sont pas valorisés. Or, comme vous le savez, la France n'est pas dans cette trajectoire de réduction ni dans cette trajectoire d'atteinte de ses objectifs. La consommation de matière, on voit bien qu'on est à peu près à 762 millions de tonnes consommées en France. La production de déchets, on est encore à 310 millions de tonnes de déchets produits en France. Et on a encore, même si la prévention des déchets, on est mauvais par rapport à nos objectifs nationaux, mais quand on se compare à l'Union européenne, on n'est pas si mauvais que ça en termes de quantité de déchets. Mais en tout cas, il y en a aussi un recours au réemploi et au recyclage qui est encore assez insuffisant et encore un recours à la mise en stockage et à l'incinération qui est encore trop utilisé. Et ceci, je pense, pour des coûts, pour des raisons de comportement ou pour des raisons aussi de coûts. Et donc, on a élaboré un plan. En tout cas, c'est un plan qui est challengé, qui doit faire l'objet d'évolution, qui est vraiment là à l'instant T, mais qui doit évoluer avec l'évolution de notre cadre plus grand de l'Union européenne, mais aussi au niveau du terrain. Donc, on a aujourd'hui un volet économie circulaire de la planification écologique qui vise en tout cas et qui a identifié plusieurs leviers pour qu'on arrive en tout cas à pivoter vers ce modèle d'économie circulaire. Et ça va passer notamment par cette transformation des acteurs économiques. Et là, on a évidemment l'approvisionnement durable, avec vraiment sécuriser les besoins en matières premières en tenant en compte tout ce qui va être conditions d'exécution. On va avoir aussi l'économie industrielle territoriale, l'économie de la fonctionnalité. On va aussi avoir un autre point qui est pour nous aussi très important, c'est qu'on ne vise pas les leviers uniquement auprès des producteurs, auprès des entreprises. On a aussi tous les consommateurs pour nous qui sont aussi des acteurs de la planification écologique et doivent aussi participer à l'effort de cette transition. Et on a aussi tout ce qui va être, tout ce qui va être le développement des filières, c'est-à-dire recyclage, réparation, réemploi. Et on a aussi le sujet de la prévention et de la gestion des déchets. Et quand je dis gestion des déchets, on a un vrai enjeu de souveraineté, en tout cas au niveau de la France, parce que comme vous devez le savoir, la France est quand même le plus gros exploitateur de déchets de l'Union européenne. Or, aujourd'hui, on sait bien qu'on exporte des déchets dans lesquels il y a des matières, il y a des ressources sur lesquelles qui vont être stratégiques pour nous. Et vraiment, on se pose vraiment la question, on est vraiment sur un sujet de qu'est-ce qu'on fait de ces déchets? Est-ce qu'il est encore question maintenant de les exporter? On a vraiment un enjeu de souveraineté, en tout cas au niveau de la France, sur ces sujets-là. Et quand je dis on doit les garder parce que c'est de futures matières premières issues du recyclage qu'on va avoir besoin, on doit aussi développer ces fameuses matières premières issues du recyclage. Or, aujourd'hui, on a des vraies difficultés. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas compétitives. Il y a un vrai surcoût de ces matières premières issues du recyclage par rapport au vierge. On voit bien aussi qu'il y a un investissement qui est demandé sur toute la chaîne de production. Et aussi, on a un vrai sujet en termes de gisement.
Donc, c'est vraiment sur des sujets, en tout cas, sur lesquels on est en train de travailler au niveau de la planification écologique. Et c'est un plan, en tout cas, qui s'inscrit vraiment dans le cadre de l'Union européenne. Pourquoi? Parce que c'est un plan qui s'inscrit dans le cadre qui a été négocié depuis plusieurs années et qui est aussi, comme je vous disais, est assez évolutif. Donc, dès qu'on a des nouvelles réglementations au niveau de l'Union européenne, il faut aussi qu'on prenne en compte dans notre planification. Là, on voit bien en plus qu'en matière d'économie circulaire, c'est assez important, en tout cas, toute la réglementation, tous les textes qui sont en cours sur ce sujet-là, en tout cas. Et on voit bien aussi, parce qu'au moment, on se pose des questions sur la planification écologique, on a des objectifs, on a des ambitions, et puis parfois se pose aussi la question du périmètre. Parfois, on pense avoir une bonne idée, une bonne ambition au niveau national, mais on se rend compte que quand on se confronte, en tout cas avec les industriels notamment, et bien, la maille nationale n'est pas forcément toujours la plus adaptée pour nos ambitions. Et ça, c'est parce que vraiment, on a un marché français qui est imbriqué dans un marché Union européenne, et ça, on ne peut pas l'extraire. Et donc, il faut vraiment avoir cette pensée, cette vision très globale et aussi cette vision vraiment européenne. Et en tout cas, dans cette planification française, on s'inspire beaucoup aussi des bonnes pratiques des États membres à côté. Enfin, c'est vraiment du donnant-donnant. On essaye d'échanger au maximum. On récupère en tout cas leurs bonnes pratiques indispensables pour alimenter notre plan. Et nous, en inverse, on essaye aussi d'alimenter toutes les négociations de l'Union européenne pour aller vers plus d'ambition, vers plus de sobriété et vers plus d'économie, en tout cas des ressources et de la pression sur les ressources et aussi beaucoup sur la sobriété de l'usage des ressources. C'est vraiment nos points, en tout cas, sur lesquels on pousse au maximum au niveau des négociations et parce que la position de la France est assez claire sur ce sujet. Donc, on a un échelon européen, on a un échelon national. Donc, comme je vous disais, on essaye vraiment on dépend du cadre juridique européen. Donc, forcément, la planification écologique française s'en inspire et c'est une déclinaison. Mais à l'inverse aussi, on essaye de pousser au maximum et d'être le plus ambitieux, en tout cas, pour que les textes européens puissent être aussi dans notre sens et aller dans les ambitions qu'on le pousse, en tout cas, au niveau de la planification écologique. Il y a un autre échelon, je pense, qui est aussi très intéressant dans la planification. On a l'européen, le national, et on a aussi le territorial qu'il ne faut pas oublier. Et ça, au niveau du SGPE, en tout cas, on avait vraiment au départ une maille très nationale. Et notre but, là, c'est vraiment de territorialiser et d'avoir vraiment une maille beaucoup plus locale. Et c'est ce qui se passe avec les conventions des parties, où là, en fait, on a vraiment un diagnostic au niveau de la région, des débats et des feuilles de route qui vont bientôt être élaborées. Et c'est grâce à ces débats qui sont extrêmement riches qu'on pousse aussi, qu'on alimente la position française sur ce qu'on doit pousser, en tout cas dans les négociations de l'Union européenne. Et voilà, et c'est vraiment des sujets sur lesquels on se pose. On travaille beaucoup aussi avec nos industriels français. Et on a aussi un vrai sujet, en tout cas en termes de ressources, qui est qu'aujourd'hui, on a on a vraiment de vulnérabilité du fait de notre économie qui est très linéaire sur notre production et sur notre consommation. Et on voit bien aussi que notre transition énergétique risque aussi d'amplifier en tout cas ces vulnérabilités. Et la ressource, en tout cas, c'est vraiment un sujet majeur, un des 5 enjeux de la planification écologique. Et c'est là où on se pose comme question, en tout cas, si on se fixe des objectifs de transition énergétique, est-ce qu'à côté, qu'est-ce que ça signifie en tout cas en termes de ressources? Et ça, c'est vraiment un sujet sur lequel on se penche au niveau de la planification écologique et vraiment d'aller plus loin sur ces sujets-là et de se dire, on confronte les ressources premières, mais aussi de se dire le lien avec les déchets. Et tout ça, on sait bien qu'on a des sujets au niveau français, mais on a aussi des sujets au niveau européen. Et comme le disait très bien Jean-Marc Bossier tout à l'heure sur le fameux Airbus, c'est vraiment des sujets aussi qu'on peut se poser, de se dire, ne gardons pas que le périmètre français, mais allons voir si on ne peut pas avoir des alliés au niveau, en tout cas, européen, pour avancer vraiment sur ces questions de ressources, sur ces questions vraiment d'approvisionnement, en tout cas, et de recyclage aussi, qui est aussi un vrai sujet, mais qui évidemment n'est pas le sujet unique de l'économie circulaire. Et comme vous le savez aussi aujourd'hui, il est présenté aujourd'hui, en tout cas aux attachés de nos États membres, le projet de conclusion du Conseil environnemental sur les priorités post-2024. Et évidemment, l'empreinte matière y figure. Et c'est aussi quelque chose, en tout cas, que la France pousse pour aller plus loin, en tout cas, comme je vous le disais, on limite la pression des ressources, mais aussi la sobriété, en tout cas, dans l'usage des ressources. Donc, c'est vraiment 2 sujets sur lesquels on pousse au niveau de l'Union européenne et au niveau de la planification écologique au niveau français. On va donc revenir à l'échelon européen avec Monsieur Salvatore Berger, qui est policy officer à la DG Gros de la Commission européenne. C'est la Direction générale du marché intérieur, de l'industrie, de l'entrepreneuriat et des PME.
Votre délégation, direction générale, a notamment travaillé sur le Critical Raw Material Act, donc on a entendu parler, vous pourrez nous en dire quelques mots. Nous avions envie de vous demander comment l'Europe peut-elle sécuriser l'accès aux ressources stratégiques nécessaires à la transition écologique et mettre en cohérence ses stratégies industrielles. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'écouter ce matin. Je suis ravi d'être là. Alors, on passe un petit peu du coq à l'âne parce qu'on était sur les sujets européens et puis on est revenu dans une dimension plutôt française. Mais c'est vrai que j'ai pas mal de choses sur lesquelles j'aimerais revenir qui ont été mentionnées par les précédents intervenants sur les questions européennes. Si je peux me permettre, je trouve que c'est un petit peu cocasse de insister comme ça sur le fait que il manque une action décisive à l'échelon européen sur le sujet, notamment de la géostratégie et de l'approvisionnement en métaux et en minerais. Parce que j'ai passé la journée d'hier au premier meeting du CRN Board, c'est la structure européenne qu'on a créée pour diversifier l'approvisionnement en métaux rares. Et je me permets d'expliquer un petit peu ça parce que ça montre un peu à quel point l'Europe agit de manière drastiquement rapide sur ce sujet-là. Parce que hier, c'était en même temps la première journée de mise en œuvre de la loi européenne sur les métaux rares, le CRM Act. Et c'était en même temps, c'est à cette occasion-là que la Commission a lancé son premier appel à projets stratégiques pour pouvoir avoir des projets qui développe la chaîne de valeur européenne sur ces matières premières critiques, des projets de recyclage, de transformation ou d'extraction. Et tout ça, ça s'est passé le même jour. Ça s'est passé moins de 14 mois après que la Commission ait proposé ce CRM Act. Donc, je pense qu'à l'échelle européenne, une prise de décision sur un sujet stratégique aussi rapide, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Alors, ceci étant dit, je vais revenir un peu au commencement. Donc, ça fait une quinzaine d'années qu'à la Commission, on travaille sur ces matières premières dites critiques, qu'on établit des listes de criticité parce qu'on avait évidemment remarqué leur importance géoéconomique et géostratégique et on avait évidemment commencé à travailler sur les prospectives et le fait que les besoins dans ces métaux, dans ces minerais allaient augmenter de manière considérable dans les années à venir, notamment dû à la transition énergétique. Je ne vais pas revenir sur ces détails parce qu'ils ont été mentionnés avant. On a évidemment pris connaissance de les actions de certains acteurs internationaux sur ces chaînes de valeur stratégiques, du fait que la Chine était de plus en plus avancée dans son monopole d'énormément de chaînes de ces valeurs de métaux, même si l'extraction avait lieu dans un pays qui n'est hors Chine, les métaux sont souvent raffinés là-bas. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a analysé depuis longtemps. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment catalyseur qui est l'invasion en Ukraine, le Covid, les différentes restrictions à l'export de certaines matières premières par la Chine ou d'ailleurs par d'autres pays tiers également. Et donc, avec tout ça, on a décidé de proposer du coup à la Commission un acte dédié pour rendre l'Europe plus indépendante sur ces sujets-là, pour rendre l'industrie européenne plus résiliente, pour s'assurer qu'elle ait les moyens et les métaux et les matières premières pour parvenir à nous aider à atteindre nos objectifs politiques de digitalisation, de souveraineté économique et évidemment de transition énergétique. Et donc, on a posé un cadre réglementaire, le CRM Act, qui a été, comme je l'ai rappelé, adopté d'abord en 8 mois avec le Parlement et le Conseil, ce qui montre que tout le monde autour de la table, autour des groupes politiques, autour des États membres et au sein de la Commission, était prêt à avancer très rapidement sur ce sujet. Alors, je me permets d'insister pas mal parce que j'ai beaucoup entendu la critique avant, donc voilà.
Qu'est-ce que ça contient, cet acte? Alors oui, on se fixe des objectifs. J'ai entendu ce matin que les objectifs, c'était bien beau, mais ça ne suffisait pas. Complètement d'accord. Nous, on a des objectifs en termes d'extraction. Il faut qu'il y ait au moins 10% de ce que l'on consomme en Europe qui puisse être extrait en Europe, 25% de ce qu'on recycle, de ce qu'on consomme de matières premières recyclées qui puisse être recyclé en Europe, 40% en termes de transformation, et qu'on ne soit pas dépendant de plus de 65% pour une matière stratégique sur un pays tiers. Les objectifs chez Mimbo, pour les atteindre, on a quelques instruments. Le premier, le principal, qui est un peu la pierre angulaire de ce cadre réglementaire, c'est des projets stratégiques. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, on a lancé un appel hier pour la première vague de ces projets stratégiques qui vont bénéficier de facilitation en matière d'octroi de permis. Ça ne veut pas dire qu'on fait fi des dispositions environnementales qui sont propres à l'Europe et qui font aussi que l'Europe peut se permettre non pas de placer l'écologie avant l'industrie, mais au contraire d'essayer de faire vivre les deux conjointement. Et c'était aussi le but du Green Deal Industrial Plan dans lequel était ancré le Critical Raw Materials Act. Donc, ils bénéficieront, ces projets, de ces procédures de délais prédéfinis en termes de temps, donc 27 mois pour les projets d'extraction. Et à partir de ça, ils devront avoir une réponse en termes de permis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça augmente considérablement pour les investisseurs la possibilité de savoir si le projet est bankable et de savoir qu'ils auront une réponse rapide. Bon, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais ça augmente en tout cas la facilitation de l'investissement dans ces projets. Et puis, ils bénéficieront de soutien à l'investissement. Alors, il n'y a pas un fonds propre qui est adossé au CRM Act. Il y a un panel d'instruments. Hier, on avait une session du coup dans le CRM Board sur le financement de ces projets stratégiques. Donc, on avait la Banque européenne d'investissement, la EBRD, donc c'est la Banque européenne de reconstruction et de développement, le Fonds européen des batteries et les fonds nationaux sur les matières premières de différents États membres, la France, l'Italie, l'Allemagne, et il y en a d'autres qui commencent à créer des fonds similaires. Et donc, le but de la Commission, c'est de rassembler aussi toutes ces forces et les instruments européens qui lui sont propres pour pouvoir s'assurer que ces projets qu'on va labeler comme étant stratégiques puissent voir le jour, d'un point de vue financement également. Donc ça, c'est une partie de notre acte. Une autre partie, évidemment, c'est la dimension de circularité et de durabilité, parce que, comme je l'ai dit avant, il faut que ça aille de pair. Pour cela, on va mettre en place avec cette loi différentes mesures pour, par exemple, faciliter la récupération de métaux dans des anciens sites miniers, dans des déchets industriels et des déchets miniers. Donc ça veut dire qu'on met des obligations sur les États membres, sur les entreprises qui opèrent ces anciens sites pour qu'elles puissent faire une cartographie complète de ce qui est exploitable. On demande aux États de faire une cartographie aussi de leurs ressources dans leur territoire pour que justement davantage de projets puissent voir le jour en Europe. On met des obligations sur la recyclabilité des aimants permanents qui contiennent les fameuses terres rares pour qu'on puisse dans le futur développer notre marché de secondaire pour les matières premières, pour que tout ce qu'on fabrique aujourd'hui puisse être recyclé plus facilement demain. Donc voilà, on met en place ce cadre législatif. Je crois que j'ai entendu dire ce matin également que les États devaient mettre en place des plans de circularité sur les matières premières critiques pour justement réduire nos dépendances et d'une certaine manière nos besoins d'extraction. C'est vrai, ça tombe bien, c'était dans le Critical Raw Materials Act. Alors je ne veux pas dire qu'il y a réponse à tout dedans, hein, mais énormément de points qui ont été soulevés ce matin trouvent justement une réponse législative directement dedans. Donc, il y aura des stratégies de recyclage des déchets. Il y a un plan de raffinage. J'ai également entendu parler, par exemple, de la sobriété. Donc, c'est vrai que, par exemple, ces projets stratégiques, ils peuvent également porter
sur la substitution de ces métaux rares. Ça veut dire qu'un projet qui permet de remplacer avec un produit qu'on n'a pas forcément besoin d'extraire ou qui est plus abondant, peut être qualifié comme stratégique et bénéficier des mêmes avantages. Juste pour vous dire que ça permet aussi de réduire notre potentielle consommation en métaux critiques. Et malgré tout, dans l'analyse d'impact de ce CRM Act, parce qu'on avait évidemment essayé de jongler entre différentes options avant de prendre notre décision sur ce qu'on avait proposé, eh bien, on avait également regardé différents scénarios de hausse de la demande de ces métaux et matières premières critiques en fonction de nos habitudes de consommation, de la possibilité de les réduire. Donc tout ça, c'est en ligne et accessible aussi. Donc c'est une question de sobriété que la Commission s'est également posée, évidemment, et qui est ancrée dans le cadre que l'on a proposé. Et je vais peut-être finir là-dessus. Évidemment, tout ne peut pas être fait en Europe, tout ne peut pas être trouvé en Europe. Et donc, à ce titre, ce qu'on fait, c'est qu'on développe des partenariats stratégiques avec des pays tiers. Donc, on en a signé avec le Chili, l'Argentine, la Namibie et au total 12 pays pour échanger avec eux sur des projets, sur les chaînes de valeur respectives, pour développer notre coopération en termes de recherche et d'innovation, et pour échanger et aider, si nécessaire, les pays avec lesquels on échange, les aider à développer des critères de ESG, donc environnementaux, sociaux et de gouvernance, pour s'assurer que toute production de ces métaux puisse être faite de manière plus durable dans le futur. Donc c'est un peu un autre axe important de la politique européenne. Donc si je récapitule, on a développé la production en Europe à différentes étapes de la chaîne de valeur, s'assurer d'un marché secondaire et plus durable, et diversifier avec des partenariats stratégiques notamment notre approvisionnement sur l'échelle internationale. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que j'ai été clair et merci de m'avoir écouté. On s'est dit que ça pouvait être intéressant dans les prises de parole qui vont suivre, de mettre l'accent sur 3 ressources pour lesquels il y a des sujets, alors à la fois d'approvisionnement, des sujets d'import, des sujets d'allocation, des sujets de crise pénurique, des sujets de tout en fait, qui illustrent bien ce que peut être la criticité de ressources pourtant essentielles dans un cadre européen. Ces 3 ressources, c'est l'eau, la biomasse, le cuivre. On va commencer par l'eau avec Bénédicte Perrol. Bénédicte Perrol, qui est beaucoup de choses, ancienne députée française, spécialiste des questions alors de financement, fiscalité verte. Alors là, c'est pas là-dessus qu'on va t'interroger aujourd'hui, Bénédicte, mais ça pourra faire partie d'autres discussions, d'autres échanges. Mais maintenant, et même avant, Bénédicte est aussi une spécialiste de l'eau, donc activité qu'elle déploie aujourd'hui au travers de son activité chez SOR, où Bénédicte, tu es directrice du développement durable. Donc voilà, l'idée c'était un peu l'état des lieux. Alors l'état des lieux sur l'eau, je n'en demande pas tant, surtout pas en quelques minutes, mais peut-être rappeler, ou en tout cas expliquer en quoi l'échelon pertinent pour cette ressource. Pas expliquer pourquoi l'eau c'est majeur. C'est important qu'on arrive à positionner des politiques européennes dynamiques sur la question. Et encore une fois, merci beaucoup d'avoir répondu positivement à notre invitation à t'exprimer. Bonjour à tous et merci beaucoup. Merci Emmanuel, surtout pour l'invitation, ainsi que Confrontation Europe, et surtout merci de mettre à l'honneur l'eau dans les ressources que vous avez choisi d'explorer aujourd'hui. Je ne vous ferai pas, bien évidemment, l'offense de rappeler à quel point cette ressource est importante. Je vais plutôt revenir sur quelques notions de quantité, de qualité, finalement les défis auxquels on fait face et pourquoi l'échelle européenne est la bonne. Sachant qu'on ne part pas de zéro, mais il y a un step supplémentaire, à mon avis, que l'Union européenne pourrait faire et prête à faire pour pouvoir gérer cet enjeu majeur. Alors peut-être j'aimerais juste revenir sur un petit comparatif et peut-être la différence qu'on peut faire aussi entre l'enjeu climatique et l'enjeu de l'eau, et pourquoi finalement on n'a pas
en tout cas à mon sens, pris aussi rapidement qu'on aurait dû le sujet de l'eau. Je pense qu'il y a une grande différence entre le sujet climatique et le sujet de l'eau. L'eau, c'est très local finalement et c'est une politique extrêmement locale. D'ailleurs, dans la plupart des pays, la compétence, elle est déléguée aux collectivités territoriales. En fait, le climat, quand j'émets une émission de CO2, que je sois en Auvergne ou que je sois en Chine, ça va avoir le même impact en termes de réchauffement climatique. C'est pas tout à fait la même chose quand je parle d'eau. Si j'émets une pollution en Auvergne, sans même parler de pays très lointains, elle va pas du tout avoir la même conséquence dans le sud de la France. Et donc, c'est une ressource extrêmement locale. Donc, ça demande un pilotage différent que celui du climat, mais pas moins stratégique. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, c'est quoi la situation actuelle au sein de l'Union européenne concernant les enjeux de l'eau ? Alors, comme ailleurs dans le monde, comme partout dans le monde, le changement climatique, vous le savez, le GIEC l'a démontré, selon les différents scénarios, va amplifier les défis que pose la disponibilité de la ressource en eau. Alors, en quantité suffisante et en qualité suffisante. Si je reviens sur le premier point, sur le sujet de la quantité, alors, quelque chose d'évident, on va manquer d'eau. Du fait des sécheresses, il y a déjà un stress hydrique existant en France. D'ailleurs, particulièrement, il n'y a pas une région particulièrement qui est plus touchée en Europe qu'une autre. Elles sont tous concernées par le manque d'eau. En revanche, elle est beaucoup plus fréquente, et ça c'est l'Agence européenne de l'environnement qui le dit, qui est beaucoup plus fréquente dans le sud, où environ 30% de la population vit déjà dans des zones soumises à un stress hydrique permanent. Et le chiffre peut grimper jusqu'à 70% pendant l'été. Et souvent, ces zones, elles sont donc dans le sud de l'Europe et elles sont également dans des zones où le tourisme est extrêmement important. Je pense à la Catalogne, je pense au sud de l'Italie. Et donc, il va falloir demain faire face à ces enjeux et se poser des questions aussi de comment je gère, par exemple, ce tourisme. Donc, pas assez d'eau, mais aussi potentiellement, du fait du changement climatique, trop d'eau dans d'autres zones. Du fait des inondations, d'aléas climatiques, et en France, on est bien placé pour le savoir parce qu'on a connu des épisodes de ce type-là ces derniers mois, des inondations qui sont très, très importantes et qui peuvent poser, des dégâts matériels, ça c'est évident, mais aussi peuvent poser des questions dans des entreprises comme les autres de traitement de l'eau, parce qu'une eau pluvieuse, beaucoup de pluie, beaucoup d'inondations, ça peut potentiellement faire déborder nos stations d'épuration qui peuvent ne pas avoir la capacité de traitement suffisante et donc ça fait qu'on en rejette des eaux qui sont de mauvaise qualité. Ça peut avoir des conséquences aussi économiques parce que ça nécessite du coup plus de traitement, plus de produits chimiques, etc. Donc c'est loin d'être anodin. Et puis, le troisième enjeu, c'est celui, et je l'ai évoqué un peu à travers l'innovation, mais de la qualité de l'eau. Je ne sais pas si vous avez vu la semaine dernière, mais Le Monde a publié des cartes interactives extrêmement intéressantes, issues d'un travail d'ailleurs. Alors, Le Monde publie les cartes de la France, mais il y a un consortium de journalistes européens qui ont exploité les documents des États membres de l'Union européenne qui sont transmis à la Commission. Concernant les pollutions des eaux souterraines et de surface. Et on voit que ces eaux sont extrêmement polluées et donc soit impropres à la consommation, soit difficiles pour les entreprises à traiter pour les rendre potables. Ces pollutions, elles sont diverses. Alors, on a beaucoup parlé des pesticides ces dernières années, beaucoup ces derniers mois des PFAS, ces fameux polluants, éternels, les microplastiques. C'est d'ailleurs des molécules qu'on ne savait pas forcément détecter jusqu'à présent. C'est pour ça aussi qu'on en parle aujourd'hui, qu'on n'en parlait pas forcément précédemment. Et il faut bien avoir en tête que le traitement de ces types de pollution, déjà, les technologies, alors si je parle des PFAS par exemple, les technologies sont émergentes, alors elles commencent à exister. Chez SOR, on fait beaucoup de R&D pour pouvoir développer des solutions qui permettent de traiter ce genre de polluants. Mais ces solutions et ces innovations, elles sont extrêmement coûteuses.
ces polluants finissent dans les usines des collectivités territoriales pour lesquelles des entreprises comme nous sommes délégataires de services publics. Et donc, ça va nécessiter des investissements majeurs pour les collectivités territoriales pour pouvoir mettre à niveau, finalement, leurs usines et dépolluer ces eaux. On pourrait se dire aussi que les industriels, bien évidemment, jouent un rôle particulier et pourraient très bien, en sortie d'usine, traiter ces eaux-là. Et donc, ça reste quand même un enjeu majeur. Mais sur ce sujet-là, la Commission européenne, il me semble, a quand même saisi le sujet, puisque dans le cadre de la révision eaux résiduaires urbaines, il y a la mise en place d'un principe de pollueur-payeur sur ce sujet, notamment des micropolluants, pour faire en sorte que celui qui émet la pollution contribue aux investissements qui doivent être réalisés pour dépolluer les eaux. Et c'est un mécanisme que l'INEC connaît bien, un mécanisme de REP, et qui est assez innovant finalement dans le secteur de l'eau en particulier. Alors pourquoi l'Union européenne est le bon niveau ? Je pense qu'il y a un besoin d'une vision stratégique du sujet de l'eau. Encore une fois, comme je l'ai dit, l'Union européenne, elle n'a pas ignoré cette question de l'eau. Il y a une directive cadre qui existe sur le sujet de la qualité de l'eau, sur les eaux, la qualité des eaux de baignade, des eaux résiduaires urbaines, etc. Mais on voit que le prisme est vraiment qualité de l'eau. Il n'y a pas cette notion d'enjeu stratégique. D'ailleurs, à la fois, il y a ces différentes directives, et on traite aussi par-ci par-là du sujet de l'eau de manière silotée, comme on sait aussi bien faire, d'ailleurs pas qu'au sein de l'Union européenne, mais un peu partout, que ce soit dans des réglementations liées à l'agriculture, à l'industrie, sur les produits chimiques, etc. Mais il n'y a pas, et il manque à mon avis, une vision globale, stratégique sur le sujet de l'eau. C'est une question d'indépendance. On parle beaucoup lors de cette matinée de matériaux critiques. Et je pense, étant une ancienne élue de l'Allier, il y a un projet dont vous avez entendu sûrement parler, qui est une mine de lithium. Et aujourd'hui, il y a un gros blocage et de grosses manifestations sur le sujet finalement, ce projet va demander énormément d'eau. Le cours d'eau dans lequel finalement on va venir puiser la ressource est déjà presque à sec à l'été. Donc comment on allie finalement cette nécessité, et je pense qu'on est tous, en tout cas globalement, plutôt fiers de se dire qu'on va produire une matière première, du lithium, en France plutôt qu'à l'autre bout du monde. En termes d'impact carbone, ça semble plutôt vertueux, en termes d'indépendance et souveraineté également. Mais on voit que finalement, elle est dépendante aussi de la disponibilité en ressources en eau. Je prends cet exemple très local, mais ça se pose dans beaucoup d'autres endroits en France. Il y a dans certains départements d'ailleurs où il y a des projets immobiliers qui sont également, par exemple dans des zones touristiques, qui sont suspendus, où les maires prennent des arrêtés pour suspendre ces constructions parce qu'en fait, on ne pourra pas faire face aux besoins nécessaires. Et donc, il faut une vision globale, peut-être prioriser des secteurs, mais dans tous les cas, puisqu'on parle de disponibilité de matières premières dans l'avenir, ce n'est pas que les matériaux critiques, les matériaux rares, c'est bien évidemment la disponibilité de l'eau, qui va conditionner encore une fois la possibilité d'exploiter des ressources critiques, au-delà encore une fois de l'évidence qui est de boire pour l'être humain et de produire ce qu'on mange et de produire nos biens matériels. Il y a aussi toute cette notion, encore une fois, de matériaux critiques qui est associée. Et qui dit vision stratégique dit bien évidemment investissement massif, mais j'y reviendrai parce que quelques décisions commencent à être prises au niveau de l'Union européenne. Pourquoi il faut le niveau européen sur les questions d'eau? Parce que il faut pouvoir continuer d'évoluer sur ce marché unique, ne pas se faire compétition entre nous. Et si par exemple on interdit un polluant spécifique pour une industrie, je ne ciblerai aucun texte en cours au sein de la France, mais néanmoins si on prend des décisions dans un État membre d'interdiction d'un polluant dans le cadre d'une production spécifique, et c'est mieux potentiellement de le faire à l'échelle européenne pour éviter de se faire une
concurrence déloyale entre entreprises européennes. Et ça vaut également, bien évidemment, puisque c'est mon dada, tu l'as rappelé Emmanuel, mais en termes de taxes et de fiscalité, il faut bien évidemment, si on décidait de mettre un prix spécifique, je parlais de la REP, potentiellement aux résiduaires urbaines, c'est très bien qu'elle soit pensée au niveau de l'Union européenne parce que décider ça seul au sein d'un État membre, eh bien, ça créerait une distorsion de concurrence entre nos États. Pardon. Et pour finir, du coup, où on en est au sein de l'Union européenne sur ce sujet de prise en considération de la ressource en eau comme enjeu stratégique. Alors, il y a le CESE, le Conseil économique, social et environnemental européen, qui s'est saisi de ce sujet très sérieusement depuis septembre, notamment 2023. Il a produit plusieurs avis. Et il a d'ailleurs publié également un document, pour ceux que ça intéresse, je vous invite à aller le consulter parce qu'il est plutôt intéressant, l'EU Blue Deal. En gros, il propose d'avoir, à l'image du pacte vert européen, d'avoir un pacte bleu européen avec de nombreuses propositions intéressantes, notamment sur la nécessité que l'Union européenne participe et contribue au développement de technologies qui assurent une utilisation efficace de l'eau, son recyclage, la réduction des pollutions. Je l'évoquais, ça nécessite des investissements massifs, une R&D massive. Compte tenu des liens également entre l'énergie et l'eau et les matières premières critiques, on devrait considérer, ça c'est le principe numéro 9 de ce document, devrait être considéré comme un élément fondamental de la stratégie industrielle de l'Union européenne. Et puis enfin, plusieurs propositions, notamment en termes de gouvernance de l'eau et de diplomatie de l'eau que je trouve particulièrement intéressantes. Je n'ai pas le temps de développer ici, mais si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir ce document. Un groupe de parlementaires européens a également lancé une initiative, alors en rebondissant sur cette vision stratégique proposée par le CESE européen, et a proposé un pacte bleu pour l'Europe en reprenant l'essentiel des propositions de l'EU Blue Deal. Et donc, on sent clairement qu'il y a vraiment une dynamique pour prendre ce sujet au niveau européen et avoir cette dynamique de vision stratégique. Donc ça, c'est au niveau parlementaire. Et d'un point de vue de la Commission européenne, alors là, von der Leyen devait prendre une initiative en mars dernier. Il devait y avoir une annonce sur la résilience de l'eau qui était attendue effectivement en mars. Or, il y a eu la crise agricole dans différents États membres qui a reculé cette prise d'initiative. J'aimerais juste partager avec vous le fait qu'à ce moment-là, le commissaire de l'environnement espérait qu'on excluait totalement qu'on puisse prioriser à un moment donné les usages de l'eau. Mais j'ai envie de dire, je suis pas du tout d'accord avec ça parce que, alors, bien évidemment, il faut le limiter à un maximum, mais on le voit déjà que dans certaines zones où il y a un stress hydrique extrêmement important, on est déjà en train de prioriser. Et si on a une vision stratégique et qu'on prévoit une vision stratégique, il va falloir qu'on réfléchisse à qu'est-ce qu'on priorise pour être indépendant. Alors, prioriser, ça va avec, bien évidemment, la préservation de la ressource. On a parlé de sobriété, la sobriété de la ressource, mais c'est déjà quelque chose qui existe aujourd'hui, en fait, dans nos vies et dans la vie de certains Européens. Donc, on attend. J'espère que lors de la prochaine législature européenne et nouvelle Commission européenne, cette initiative sera reprise et sera priorisée. En attendant, il y a une grande campagne européenne qui va être lancée de sensibilisation dès mai 2023 pour trouver des solutions, sensibiliser le grand public à ce sujet-là. Donc, c'est quand même malgré tout hyper positif. Et d'un point de vue financier, il y a plusieurs également initiatives, dont une cette semaine avec la Banque européenne d'investissement qui qui vise 4 milliards d'euros d'investissement par an sur ce sujet spécifique de l'eau. Donc, je pense que c'est à saluer. Encore une fois, on sent que c'est un sujet qui monte et j'ai envie de dire enfin. Et puis également dans le programme Horizon Europe, à travers le sujet de l'adaptation au changement climatique, il y a des financements dédiés. Mais voilà, il va falloir poursuivre dans cette dynamique, clairement, pour qu'on en fasse un vrai enjeu stratégique qui est condition de notre indépendance. Donc, en résumé, en conclusion, toutes les graines sont plantées pour que cette dynamique de vision stratégique de l'Union européenne soit créée. Et j'espère encore une fois que ce sera une priorité de la future commission. Cet enjeu de l'eau doit être abordé de manière globale et non pas silotée.
et non pas uniquement par un prisme qualité, par exemple, parce que c'est vraiment le cas aujourd'hui des textes européens. Et c'est vraiment une condition, encore une fois, et j'insiste, de notre indépendance, souveraineté et puissance. Et puisque on est ici dans un webinaire organisé par l'INEC et Confrontation Europe, des entreprises comme ça, on essaye de s'inclure également dans une dynamique d'économie circulaire. Ce n'est pas réservé à la ressource des déchets. L'économie circulaire doit être de partout. Par exemple, réutiliser toutes les matières qu'on produit justement, dans nos ça va faire process. hyper bien la transition avec, tu as raison, il y a à la fois, enfin, c'est pas que l'eau, c'est toutes les matières. Et donc, on va pouvoir enchaîner, mais ça, encore une fois, on voit que les débats, enfin, c'est tellement large. Donc, on va enchaîner en passant tout de suite la parole à Carole Deciano qui va pouvoir on va reparler aussi des questions d'eau. Et puis, ça nous permettra après de parler à nouveau biomasse et cuivre. Bon.